Bonsoir, j'espère que vous êtes content d'être là, j'imagine que oui en tout cas. Donc l'exercice de la masterclass, j'espère que vous allez le pimenter un petit peu, parce que si vous me laissez uniquement parler, ça ne va pas être très très drôle. Je vais néanmoins essayer un petit peu de décoincer ça au départ, mais si vous avez envie de réagir, je crois savoir qu'il y a des micros qui circulent dans la salle, donc n'hésitez pas. Ne posez pas tous et toutes la même question. Laissez Alexandre tranquille avec Cobra, par exemple, ce genre de choses. Je ne sais pas trop. Ah non, on peut parler de Cobra aussi, hein, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Mais on va commencer par le commencement, puisque c'est un peu l'idée de cette masterclass. Moi, la chose qui m'intéresse, Alexandre, j'aimerais savoir en fait à quand remonte ton amour pour le cinéma de genre et qu'est-ce que tu as comme souvenir de premières images traumatiques. Est-ce que c'était des images de films, ou est-ce que c'est des images de bande dessinée, de photographies, d'autres choses qui ne sont pas forcément liées au cinéma, qui t'ont dans un premier temps impacté? Alors, comme le disait Sophie, c'est vrai que j'ai pas mal pas de phobies, mais d'angoisse, qui m'ont pas mal servi à faire tous les films que j'ai fait jusqu'à maintenant. C'est vrai que le premier souvenir que j'ai d'image qui m'a un peu traumatisé, ça reste des images de cinéma, parce que, en fait, quand on suscite la peur, je pense chez n'importe quel enfant, tant qu'on se fait nous-mêmes nos images, tant qu'on se les imagine nous-mêmes, elles font peur, mais elles sont dans un cadre qui est quand même contrôlé. Alors que le cinéma, c'est évidemment l'imagination et la création de quelqu'un d'autre. Donc, quand on est très jeune et très petit, quand on voit des images qui sont un petit peu impressionnantes, elles peuvent prendre une place beaucoup plus importante dans l'imaginaire et évidemment dans la construction de la personne. Et mon premier souvenir, j'étais chez un ami de mes parents, et les enfants étaient un peu plus âgés que moi, et ils regardaient les Aventuriers de l'Arche perdue, et je suis rentré dans la pièce au moment où l'officier était en train de se fondre. Je devais avoir 3 ans, 3-4 ans, et ça m'a pas mal impressionné, pour être honnête. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est resté avec moi. Et puis quelques années plus tard, j'ai loué par accident à mon vidéoclub Shining à la place de Superman 2. Et j'ai mis la cassette et dès les premières images, j'ai été absolument hypnotisé par le début du film, par la musique, par l'ambiance. Et j'ai découvert ce sentiment d'être absolument tétanisé, de ne pas pouvoir franchir ces 2 mètres qui me séparaient du magnétoscope pour arrêter la vidéo. Et j'ai dû, à mon avis, regarder, je ne me souviens pas exactement combien j'ai regardé, mais assez quand même pour être traumatisé pour un bon moment. Mais à ce moment-là, tu ne pensais pas toi-même à devenir créateur, tu étais juste spectateur, tu te délectais des images. Est-ce que tu pensais déjà à l'époque écrire ou tourner? C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en racontant ces histoires-là à d'autres gens, à l'école, à mes copains, à mes cousins, bref, à tous les gens que je pouvais trouver, et en recréant cette peur, ou en leur faisant peur, je réussissais quelque part à m'en séparer un petit peu de cette peur. Puis c'était aussi un processus qui était vachement, gratifiant, parce que quand on fait peur à des gens, il y a tout de suite une sorte de rapport qui s'installe. Je veux dire, quand on fait peur, quand on raconte comme ça quelque chose qui peut faire peur. Et donc j'ai raconté pas mal, je me faisais raconter pas mal de films d'horreur avant de les voir. J'ai commencé à lire pas mal de Stephen King. Et évidemment, ça a nourri, et j'ai découvert comme ça ce rapport à être un passeur d'histoire dans ce type de cinéma-là. Et ça m'a donné évidemment envie d'écrire. La première nouvelle que j'ai écrite, je devais avoir, je ne sais pas, 12-13 ans. C'était déjà une histoire comme ça de créatures, femmes un peu zombies qui étaient dans une cave. Et voilà, qu'il fallait aller voir. Bref, c'était pas très intéressant, mais c'était déjà complètement dans le genre. Et à ce moment-là, c'est évidemment le moment où je découvre Mad Movie, la 6e. Où je rencontre mon meilleur ami Greg Levasseur, avec qui je travaille toujours. Et c'est à travers cet amour un peu pour ce cinéma-là qu'on va découvrir ensemble, où on va écumer tous les vidéoclubs qu'on trouve sur notre chemin, qu'on va se bâtir un peu cette culture de ce cinéma-là, et qu'on va commencer à écrire ensemble, qu'on va commencer à faire des maquillages ensemble.
On a envoyé pas mal de photos de maquillage à Mad qui n'ont jamais été publiées. Je tiens à me plaindre aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, on pouvait, je sais pas si vous faites encore ou pas. On peut encore envoyer des photos de maquillage, c'est pas sûr qu'elles soient publiées, ça je te le confirme aussi. Ouais. Voilà. Et donc voilà, on avait fait quelques maquillages assez sympas. On trouvait bien en tout cas. Est-ce que tu peux un petit peu justement t'attarder sur ta rencontre avec Greg Levasseur, justement comment ça s'est passé? Donc, tu nous dis que c'est autour d'une passion commune, mais très tôt vous avez décidé de développer un univers en commun ou c'est arrivé par la suite, un peu par accident? Chacun de notre côté, on avait cette même fascination pour ce cinéma-là, qui est un cinéma de plus d'expérience, qui est un cinéma où il y a moins de distance entre l'écran et le spectateur, qui est un cinéma qui vous prend par les tripes et qui vous entraîne de l'autre côté du miroir. Et c'est vrai que on s'est rencontrés, c'était en 6e, c'était autour d'une couverture. Alors, c'est la grande question, est-ce que c'était Mad ou l'écran? Désolé. C'est la grande, parce que je me souviens que c'est Mad, et en même temps, je ne retrouve pas cette couverture avec Shocker. Donc, c'était Shocker de Wes Craven, qui était en couverture. Wes Craven qui va jouer un rôle très important plus tard. Et c'est vraiment une conversation de « Et toi, t'as vu ce film ?» Et ça a commencé comme ça. Je pense malheureusement que c'était l'écran. Ouais, je pense aussi. Mais c'était les deux. Ça, c'était sûr que ça a toujours été par paire. L'écran et Mad. Donc c'est drôle, en fait, assez tôt exposé au cinéma de Wes Craven. J'imagine qu'à l'époque, tu étais loin d'imaginer que des années plus tard, tu travaillerais avec lui. Enfin, c'est assez fou. C'est fou parce qu'en plus de ça, Wes a joué un rôle indirect, mais très important sur nous. C'est-à-dire que au-delà de Shocker, qui n'est pas son meilleur film, qui nous a permis de nous rencontrer, c'est vraiment Les Griffes de la Nuit et les Freddy qui nous ont vraiment fait devenir meilleurs potes. Et derrière, en fait, quelques années plus tard, quand on va faire Haute Tension, il n'y a pas vraiment de cinéma de genre en France à ce moment-là, c'est assez compliqué d'en faire. Et on a réussi, après vraiment des mois, voire des années de bagarre pour financer le film. Le film ne coûte pas très cher, il coûte 2 millions, et quand même, il faut le trouver. On réussit à monter le financement complet, et tout d'un coup, il y a un type en banlieue parisienne qui va poignarder sa copine avec le masque de Scream. Et ce fait divers, qui n'a rien à voir avec Wes Craven, mais qui est lié indirectement avec Scream, et donc avec lui, va avoir un impact très fort sur Haute Tension parce qu'on va perdre notre financement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va perdre une des chaînes de télé qui devait rentrer dans le financement du film, et donc le film va s'arrêter. De nouveau, après 4 ans, parce que j'avais fait un premier film avant, 4 ans auparavant, qui était Furia, et là, après 4 ans, on a réussi comme ça à se dire, ça y est, Haute Tension va se faire, et puis ça ne se fait plus. Et c'est vraiment grâce à ce moment-là à Luc Besson qui est rentré dans la production qu'on a pu faire le film, mais vraiment pendant un moment on a cru, et donc c'était indirectement lié à Wes Craven, quelque part, parce que ce masque de Scream, parce que, alors ça c'est un autre débat sur comment dire, l'impact le cinéma sur les gens et sur les déséquilibrés et sur, bref, c'est toute une autre histoire. Mais en tout cas, voilà, Wes était toujours là. Et c'est vrai que quelques années après, quand le film Haute Tension a été fait, a été présenté à Toronto et a été acheté pour les États-Unis, on a donc prévu un premier voyage pour aller rencontrer des agents, des scénaristes, des producteurs, etc. Et un des premiers rendez-vous qui a été organisé était avec Wes Craven. C'était un vendredi et ça a été une rencontre qui a changé ma vie, changé notre vie et puis changé évidemment notre carrière. J'aimerais qu'on revienne quelques instants sur Furia. Et je voulais savoir comment tu te sentais le premier jour du tournage de Furia, comment tu te sentais en tant que metteur en scène. Est-ce que tu avais peur? Est-ce que tu avais confiance? Comment tu te sentais sur ce qui était les premières heures de ton premier long métrage de ta carrière? J'étais extrêmement arrogant et extrêmement sûr de moi. Et je crois qu'on apprend énormément avec l'échec. On apprend énormément avec un échec quand il est vraiment en pleine gueule. Ça, c'est encore plus fort. Ouais. Et c'est vrai que j'ai... en fait, l'enchaînement de choses, c'est-à-dire que avec Greg, on a écrit beaucoup de longs métrages. Enfin, des longs métrages, c'est un petit peu exagéré. Ça se voulait des longs métrages, c'était pas encore... Ça n'allait pas à ce niveau-là. Mais en tout cas, on écrivait tous les jours. Dès qu'on avait un peu de temps, on écrivait au lycée, au collège. On
n'a jamais arrêté. Et puis, est arrivé ce moment où on s'est dit, bon, bah, les longs métrages, on ne va pas réussir à les faire nécessairement tout de suite. Donc, il faudrait qu'on écrive un court métrage. Donc, on a fait un court métrage. Ce court métrage a reçu l'aide du CNC. On a pu le tourner. C'était une histoire qui racontait déjà un petit peu de cannibalisme. Et puis, le film a été en sélection officielle à Cannes. Et tout d'un coup, on a eu une sorte de possibilité de parler de long métrage, alors qu'on avait à peine 18 ans. Donc, on a parlé d'un des projets qu'on avait, qui était Furia. On était en train de finir d'écrire. Et puis, tout d'un coup, ce scénario-là s'est retrouvé au Festival de Paris. Il y a un prix du scénario. Et a gagné le prix du meilleur scénario. Et ce prix était donné par tous les intervenants financiers, c'est-à-dire toutes les chaînes françaises qui en général financent le film. Donc le film était déjà financé, et puis on a rencontré un comédien qui était Stanislas Mérard, et un mois après, Stanislas avait le César de l'Espoir. Donc c'était vraiment une sorte d'alignement de planètes qui était inespéré. Donc on est tout de suite parti faire le film. On s'est retrouvé en tournée au Maroc. Donc Furia est un petit film de science-fiction, vraiment un tout petit budget, avec donc Stanislas Mérard, Marion Cotillard. Et donc la veille du tournage, 2 jours avant, c'est mon anniversaire, j'ai 20 ans. Donc voilà, et j'ai l'impression que je vais faire un film, que le film va aller à Cannes, que ça va être super facile, que ça va être extraordinaire, que voilà. Donc on tourne le film, et là ça va être le... Voilà, il y a pas mal de péripéties après, le film va avoir beaucoup de mal à sortir, il va falloir presque 2 ans pour que le film sorte en salle, il faudra 4 ans pour pouvoir en faire un autre. Le film a fait, je crois, en tout et pour tout, 5000 entrées en France, ce qui est absolument, alors un point, je crois qu'on ne peut pas faire moins, je me sens dans le premier jour. C'était une expérience qui était assez terrible et assez traumatisante au départ, mais qui m'a remis bien les pieds sur terre. Justement, pendant les 4 ans qui séparent Furia de Haute Tension, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'à un moment, tu te dis, peut-être que je ne suis pas fait pour ça, peut-être qu'il faut que je fasse autre chose? Dans quel état d'esprit était Grégory Levasseur aussi à ce moment-là? On avait passé 2 ans, parce que les